Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints, nombreux. Là, je vois le nombre de participants qui augmente, pour cette réunion d'information. Et ce sera une réunion d'information, hein, qu'on a voulu, dans ce cadre du mois de la recherche, des IAE. Il est évident que les sujets en lien avec la recherche, c'est le recrutement des professeurs d'université qui ont des fonctions donc en matière d'animation de la recherche et de pilotage des activités de recherche. Donc l'objectif de cette réunion d'information qui dure 1 heure, hein, d'abord elle est enregistrée, hein, et qu'elle pourra être revue par la suite. Voilà, on a fait quelques slides de façon à essayer de caler les idées, parce que c'est des situations qui sont un peu compliquées, nouvelles, et pour une partie incertaine. Donc on va faire de notre mieux pour essayer de vous donner des éléments objectifs en fonction des textes en vigueur aujourd'hui, des rapports officiels qui ont été présentés, qui sont pour la plupart accessibles. Revenir aussi sur le recrutement des professeurs depuis 2013 très rapidement, et puis dans les slides, vous aurez des annexes sur lesquelles vous pourrez aller, à laquelle vous référer. Puis rappeler que, voilà, on a un statut de fonctionnaire d'État, à moins que la loi ait changé, mais a priori, elle n'a pas changé le statut de fonctionnaire d'État sur ce point-là, et que c'est quand même le cadre général. Alors, voilà, donc on essaiera de répondre à des questions, je dirais factuelles sur ce que l'on peut savoir, du concours aujourd'hui. On a pris des attaches pour essayer d'avoir un maximum d'informations. On ne les a pas toutes de façon certaine à ce jour. Il y a encore des choses qui sont en cours d'élaboration, mais bon, on peut quand même déjà faire un point. Par ailleurs, il y a évidemment des débats sur les voies d'accès, et je pense que pour le débat, et c'est bien qu'il y ait des débats, on n'aura pas le loisir, hein, dans le temps qui nous est imparti là, de les aborder. Il y a d'autres lieux pour ces débats. Il y a les rapporteurs de la LPR qui sont à l'écoute. Il y a des questions qui ont été posées, des dépôts voilà, des dépôts de propositions qui peuvent être faites. Tout ce qui peut être fait pour parler de l'avis des uns et des autres sur un certain nombre de sujets, et donc celui du recrutement, sont évidemment les bienvenus. Mais peut-être aujourd'hui, c'est plus une réunion vraiment d'information. Et je me suis adjoint avec Côte de Ville, qui, en tant que présidente du CNU 06, je la remercie de s'être associée à moi pour répondre autant que faire se peut à des questions, et elle m'a aidé à élaborer les éléments que nous allons vous présenter. Donc l'idée, c'est en quelques minutes de revenir sur un certain nombre de faits, de textes, et sur des situations, scénarios qui sont aujourd'hui à l'étude, et choses qui sont aujourd'hui incertaines. Je reviens sur d'abord nos enjeux peut-être. Alors là, c'est vrai, les enjeux, même si je suppose qu'il y a beaucoup plus que des gens d'IAE connectés à ce webinaire, hein, mais évidemment, c'est un enjeu global, et aussi pour les IAE. Donc il y aura une coloration un peu IAE dans ce cadre-là. Donc je rappelle, hein, qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 2300 collègues, hein, avec un rapport qui est très défavorable aux professeurs d'université. Donc rapport 25-75, hein, en gros, hein, donc 3 quarts, un quart, pour une moyenne nationale qui se situe, elle, plutôt autour de 40-60. Donc nous avons, on le sait, depuis fort longtemps, un déficit de professeurs. Donc il y a bien un enjeu de recrutement de professeurs. Depuis quelques années, nous voyons aussi qu'il y a un sujet de mobilité des professeurs, donc qui se sont réduites, hein, depuis 5 ans, depuis l'entrée en vigueur donc de l'article 46.1, sur laquelle on va revenir évidemment, et qui est au cœur des discussions. On a également un constat, vous le verrez dans les chiffres annexes, une féminisation des professeurs d'université depuis 5 ans. Même si aujourd'hui, dans le total des professeurs d'université, il reste une majorité, je dirais, d'hommes. Mais comme on regarde maintenant tous ces sujets, on regarde, je dirais, des questions de parité et d'accès à l'emploi, on constate aussi que sur les dernières années, il y a eu quand même déjà un rééquilibrage qui s'est opéré. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres, des éléments chiffrés, ce sont des éléments objectifs. Ensuite, il y a des enjeux plus généraux auxquels les IAE sont attachés. Nous sommes attachés évidemment au maintien et au renforcement de notre visibilité en recherche, parce que souvent, de façon évidemment abusive, ou je dirais parfois un peu même avec de la malhonnêteté intellectuelle, on est considéré avant tout comme des lieux de formation
on est souvent exclu de projets ou de certains regroupements de recherche, à type les EUR, hein, les écoles universitaires de recherche, par exemple, où dans certains endroits, on n'y a pas été associé. Et puis, on a un sujet de crédibilité des futurs dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion pour continuer à renforcer le poids institutionnel face aux dirigeants des disciplines phares, si je puis m'exprimer ainsi, que le droit, la médecine, les sciences dures. Hein, quand on discute avec la CPU, quand on discute avec les présidents d'université, des directeurs de laboratoire ou des gens à l'international, eh bien, il faut effectivement des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion et en général, mais parlons ici que de la gestion, qui aient un parcours qui soit, je dirais, reconnu par nos interlocuteurs. Donc c'est ça, je pense, pour nous aussi les enjeux. Ce sont des enjeux qui ne surprendront pas les collègues des IAE, puisque ce sont des enjeux qui ont été rappelés dans le rapport annuel et dans le plan stratégique d'IAE France. Alors, si je reviens un petit peu pour expliquer la situation où on en est, c'est toujours bon, mais je vais le faire très vite, de revenir sur le passé et de où on en est aujourd'hui et d'où ça vient. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est se souvenir qu'il y a eu une loi sur la recherche en 2013, la loi Fioraso, qui a élargi le recrutement des PU par la voie de la qualification pour nos disciplines. Ensuite, au même moment, on a supprimé le contingentement des postes au concours d'agrégation pour l'économie et la gestion pour une durée, je le rappelle, expérimentale de 5 ans. La mise en vigueur, la mise en application de cette loi a débuté en septembre 2015. J'étais à l'époque président du CNU 06. Et donc, en janvier 2016, on a fait les premières qualifications au poste de professeur, donc 46.1. Et donc, les textes prévoyaient que cela devrait durer jusqu'à la fin de 2020. Si on fait le bilan des recrutements de cette période, sur le 46.1, nous avons eu 80% de recrutements locaux. Et s'agissant du concours d'agrégation, avant la loi, il y avait 17 postes et vous voyez que progressivement, 7 postes, 4 postes et 2020, finalement non ouvert, pas de postes mis au concours. Il y avait également la pandémie, mais enfin le constat, c'est qu'il n'y a pas eu de postes mis au concours. Donc ce qui était prévu s'est produit de façon bien évidente. Hein. Il n'y a pas de grosse surprise. Je rappelle aussi qu'en 2013, au moment de la loi Fioraso, nous n'avons pas été consultés pour la question de l'agrégation, puisque c'est l'économie qui a décidé pour la gestion. Et je m'en étais ému auprès des autorités, mais à l'époque, évidemment, nous n'avions pas été particulièrement entendus. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui que, alors un peu en amont d'aujourd'hui, mais en 2019, en arrivant vers la fin de la période d'expérimentation, le HERS a commandité une étude, un groupe de travail, à la fois en économie, un pour l'économie et un pour la gestion. À l'issue de ce groupe de travail, l'économie a décidé de supprimer définitivement la possibilité de recruter par l'agrégation. La communauté, enfin les gens qui se sont été dans ce groupe de travail et qui ont été auditionnés ont, eux, souhaité conserver plusieurs voies de recrutement et donc l'agrégation. Ce rapport est disponible évidemment sur le site du HERS. Et On peut préciser qu'il y a eu 27 entretiens réalisés, vraiment pour représenter toute la diversité de la communauté sciences de gestion. Donc, il y a vraiment eu un gros travail, et quantitatif et qualitatif, pour avoir vraiment toutes les opinions de la communauté sciences de gestion et du management. Et suite à ce rapport, la DGSIP a sollicité d'anciens présidents, on corrigera, il y a des coquilles, du jury d'agrégation et des anciens et actuels présidents de CNU, pour voir dans quelle mesure, comment le concours, dans quelles conditions le concours pourrait être maintenu. À ce stade, nous n'avons pas de retour sur ces éléments, mais la question éventuelle d'un contingentement de type 1/3, 2/3, donc 2/3 via la qualification, 1/3 via l'agrégation, avec la possibilité d'un profilage des postes offerts à l'agrégation, avec donc un nouveau processus d'appariement. En gros, les postes seraient profilés sur une discipline, hein, finance, marketing, RH, etc. Nous avons été informés que ça pouvait être une solution, mais nous n'avons pas à ce stade d'informations précises à vous communiquer. Ça a été des remontées qui ont été réalisées.
Autre élément, la loi LPR, donc si je fais le bilan aujourd'hui, la loi LPR donc, du 24 décembre 2020, qui donc confirme par l'article 5 que le recrutement des PU se fera maintenant sans qualification et dans certaines sections, l'expérimentation de la même chose sans qualification pour les MCF. Donc ça, c'est un constat, c'est la loi, hein, donc il n'y a pas à en discuter, je dirais, sur le plan de l'applicabilité, c'est une loi. Cette même loi prévoit des chaires de professeurs juniors et cette même loi prévoit des promotions internes aux fonctions de professeurs. Donc ça, c'est l'état des textes. Dernier événement sur les textes, en décembre 2020, le ministère a fait le constat de l'arrêt de la période d'expérimentation prévue par la loi et le décret d'application de la loi Fioraso publié en 2015. Donc, il fait ce constat-là. Eh bien, ce constat-là provoque un retour au texte antérieur, puisqu'il n'y a pas de texte aujourd'hui sur le sujet. Et donc, ça, c'est une question purement juridique, hein. Il y a un retour sur les textes antérieurs. Je vous rappelle que les textes antérieurs sont ceux de 1984 et de 1986. Donc, voilà, donc il y a un cadre réglementaire de référence. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation où on parle du texte donc, de 1984 et 1986 qui prévoit effectivement un contingentement. Il n'y a pas d'autre texte qui régisse les concours d'agrégation qui ait été publié depuis. Donc, si on rappelle un petit peu ce qui se passait dans ce cadre-là, donc avant 2014, hein, le nombre de postes mis donc dans ce concours externe de l'agrégation déterminait le contingent, hein, donc combien de postes étaient proposés, et notamment les emplois qui pouvaient être proposés au concours interne de l'agrégation et au concours d'emploi ouvert donc au titre du fameux article 46. Et ce, donc 2 années après le concours d'agrégation. Donc, on a un concours d'agrégation 2 années dernières. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui la base que retient le ministère, hein, c'est la base réglementaire. Donc, il n'y a pas de nouveau texte, il n'y a pas de nouvelle loi que celle de la LPR. En 2014 également, le concours d'agrégation interne avait été supprimé. Et donc, comme je viens de le dire, le concours 46.1 était possible pour les sections de 1 à 6. Et les concours 46.3 et 46.4 sont toujours possibles aussi dans les mêmes conditions. Donc, on est revenu, et ça, c'est bien ça qu'il faut comprendre au-delà des spéculations qui peuvent évidemment exister aujourd'hui, on est revenu à la situation d'avant la période donc 2014, hors concours d'agrégation interne qui, lui, a été supprimé au moment de cette loi. Donc nous en sommes là, et c'est pour ça hein, donc, qu'il était important d'en dire, essayer d'en dire un petit peu plus sur ce que nous savons aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le papier, il existe donc 4 voies de recrutement des professeurs d'université, hors la mutation. Donc la mutation, c'est à part, hein, évidemment. Donc hors la mutation, il y a 4 façons d'accéder dans la loi ou dans les lois, je dirais, si je peux dire, aux fonctions de professeur. Il y a le concours d'agrégation, la voie 46, je dis plus 46.1, 46.3, mais la voie 46, on va dire ça comme ça, les promotions internes et les chaires de professeurs juniors. Et donc, je voudrais passer avec Aude maintenant le temps de passer en revue un petit peu ce que l'on sait. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments définitifs, mais ce que l'on sait de ces 4 voies dans l'attente de publication de textes précis sur leur mise en application, puisque vous le savez, il y a des rapporteurs qui ont été désignés pour la LPR, et donc ils vont recueillir des propositions sur les décrets d'application. Et donc, on attend une série de décrets dans les semaines qui viennent pour mettre en œuvre ces voies, de recrutement. Alors, si je prends dans l'ordre avec Aude ces éléments, qu'est-ce que l'on sait sur le concours d'agrégation? On sait qu'il y a eu 2 décrets en ce début d'année qui ont ouvert le concours d'agrégation en 2021 avec nomination en 2022. Un décret du 21 janvier, un arrêté du 4 février. Oui, parce que si on peut rappeler, c'est que le concours de 2020-2021 n'a pas ouvert. Et donc, normalement, notre prochain concours aurait dû recruter en 2023. Or,
en fait, la situation initiale, hein, comme l'a dit Eric Lamarck, on devait revenir à un contingentement du dernier concours. Le contingentement du dernier concours, c'est 0, comme il n'a pas ouvert. Donc, avec, la DGRH a vraiment réalisé que ce n'était vraiment pas raisonnable. Et du coup, il y a eu une proposition faite par la DGRH qui est de dire, bon, on reprend un contingentement d'un concours ouvert. Le dernier concours ouvert, c'est le concours de 2019, qui a 4 postes. Et donc, pour ne pas être, entre guillemets, marié et contingenté sur 4 postes, en tout cas, pas que les postes voie 46 soient contingentés sur 4 postes pendant 3 ans, eh bien, ils ont accepté d'avancer d'1 an l'ouverture du prochain concours. Donc, l'arrêté du 21 janvier énonce les modalités d'inscription et notamment la date de dépôt des dossiers, qui est fixée au 26 mars. Donc, il faut savoir, pour tous les collègues maîtres de confs qui ont envie de déposer un dossier, il faut déposer évidemment un dossier plutôt complet avec une notice, mais que ce dossier, finalement, il peut être renvoyé proprement le jour où vous connaissez le nom de vos 2 rapporteurs. Donc, le dossier qui est là, le dossier d'inscription qui fait acte de candidature, qui doit passer par un rectorat, est important parce qu'il va permettre aux membres du jury d'agrégation de choisir vos rapporteurs. Mais vous pourrez apporter un dossier plus finalisé, plus complet au moment de l'envoi qui se passe souvent un peu plus tard quand on connaît le jury, le président et le nom des rapporteurs. L'arrêté du 4 février est très, très important pour nous, sciences de gestion, car c'est l'arrêté qui indique que le concours est avancé d'1 an. Hein, donc, on ne connaît pas encore le nom du président, on n'a pas du tout d'informations opérationnelles. Par contre, le concours est avancé d'1 an et donc il va ouvrir là, printemps 21, pour un recrutement en 22, avec, on espère, un nouveau contingent de postes qui va permettre d'être favorable au recrutement des professeurs. Pour revenir sur des questions qui ont été posées sur les voies 46. Donc, à part les juristes, le groupe 1, aucune section pour l'instant ne dispose d'un dispositif national d'évaluation pour les voies 46. Et ça vaut pour les 46.1 et les 46.3. Tous les collègues maîtres de conf HDR permanents, universitaires permanents, sont dispensés de la qualification et donc peuvent postuler aux postes ouverts en 46.1 et 46.3 sans avis national. Pour les collègues, par exemple, venant d'écoles de commerce, les chargés de recherche CNRS ou les collègues de l'université étrangère, doivent faire passer leur dossier devant le CNU. Donc, soit avant, c'est les 46.1, soit après, c'est les 46.3. Mais tout ce qui est collègues, maîtres de conférences permanents, HDR, ne sont pas obligés de repasser devant le CNU. Pour les voies 46, la HDR, d'après ce que j'ai compris, est nécessaire pour répondre aux questions également. Alors, si on regarde un petit peu, puisque la question c'est combien on pourrait avoir de postes, hein, c'est quand même ça le gros sujet, puisqu'on est tous, je crois, à peu près convaincus qu'il faut davantage de postes de professeurs d'université en gestion au regard de la répartition. Je confirme, hein, nous n'avons que 24% de professeurs d'université pour 76% de maîtres de conférences, ce qui est évidemment, au-delà déjà du fait que nous avons le taux d'encadrement le plus faible, puisque nous avons 60 étudiants en moyenne par collègue, puisqu'il y a à peu près 130 135 000 étudiants en gestion dans les universités françaises, hein, aujourd'hui, toutes structures confondues. On a le plus faible taux d'encadrement, ou le plus fort taux d'encadrement plutôt, et on a la plus mauvaise répartition, entre guillemets. Voilà, donc on a fait là deux simulations pour essayer de s'y retrouver, parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Donc nous sommes dans l'année 2021, donc on est sur des mesures transitoires de ce concours, donc de ces concours 46, donc ancienne formule. Hein. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, parce que là on est, je dis bien, sur des stades de simulation. Alors, imaginons que 5 postes soient proposés au concours d'agrég donc au mois de juin prochain et que le concours ouvre donc pour 5 postes. Eh bien, en 2022, qu'est-ce qui se passera? Nous aurons donc ces 5 postes d'agrégés qui seront disponibles. Nous aurons 5 postes au maximum dans le concours 46, par la voie 46 en 2022. Donc, au total, sur 2022, il y aura 10 postes de professeurs d'université qui seront ouverts pour passer de maître de conférence à professeur d'université. Et l'année suivante, donc il n'y aura pas de concours, il y aura 5 postes de plus. C'est le principe de la loi actuelle. Donc au total,
5 postes à l'agrég feront au total, dans la totalité, 15 postes de professeurs disponibles sur 2 ans. Alors, on rappelle que là, c'est une simulation. Hein. Je veux dire, personne ne sait actuellement le nombre de postes qu'il y aura à l'agrégation pour le concours 2022. Et ce qui m'a été bien précisé, c'est que, par exemple, le concours va ouvrir avec 5 postes. De fait, il y a 5 postes à côté en 2022, la même année, en voie 46. Mais si, par exemple, à la fin du concours, il y a des universités qui, par exemple, rajoutent 3 postes. Donc, on part avec 5. C'est ce que veut dire plafond de 10, par exemple, sur 2 années, potentiellement augmenté si le nombre total de lauréats à l'agrégation est supérieur à 5. On part en début de concours à 5, on finit à 7. C'est-à-dire qu'en 2022, il y aura bien 5 postes, mais du coup, il y aura 7 postes en 2023. Donc, il y aura un lissage pour vraiment qu'il y ait le même nombre de postes fois 2 donnés aux voies 46, étant donné le nombre de postes qui sera ouvert à l'agrégation. Voilà. Et il y a une simulation, il peut y avoir une simulation plus positive. Voilà, donc la simulation 2 est positive. Si effectivement vous avez 20 postes à l'agrégation, eh bien vous aurez au maximum 20 postes également par la voie 46 la même année et 20 postes de plus l'année suivante par la voie 46. On est sur une hypothèse ici de 1/3 de postes de professeurs agrégés, 2/3 de postes par la voie 46. Donc, nous n'avons pas de certitude sur ce rapport de contingentement. Hein. Enfin, c'est une hypothèse qu'on nous a formulée. Elle correspond à des propositions qui ont été faites à un moment donné par la DGSIP et à la DGSIP. Donc, mais nous ne savons pas. Voilà. Donc, ça, c'est une vraie zone d'incertitude. Tout à fait. En fait, ça dépend vraiment, effectivement. Il faut qu'il y ait ce fameux décret statutaire qui passe. Et normalement, il devrait passer au Conseil d'État en juin. Voilà, donc on espère. Pour l'instant, il n'est pas signé, il n'est pas encore passé. Donc on espère un décret d'ici le mois de juin pour avoir une certitude. Aujourd'hui, on ne peut être que sur des hypothèses de recontingentement. Sachant que, on ne l'a pas reprécisé, mais le contingentement historique, hein, je vous le rappelle, hein, c'était en neuvième qui s'exprimait. Il y avait 7 neuvièmes pour l'agrégation et 2 neuvièmes pour les voies hors agrégation. Hein. Donc ça veut dire que c'était un contingentement très très défavorable à la voie 46 et que si ce chiffre de 1/3, 2/3 venait à se confirmer, il y aurait beaucoup plus de postes à la voie 46 au total que par la voie de l'agrégation sur une période de 2 ans. Alors, pour répondre à certaines questions, donc en fait, on voit bien que c'est un processus sur 2 ans qui est glissant. C'est-à-dire que l'agrégation contingente le nombre de postes de 46 de son année et de l'année suivante. Ensuite, peut-être remettre le tableau, Eric, quand même. Il faut bien penser que ne plus avoir l'agrégation, toutes les disciplines qui n'ont plus l'agrégation n'ont plus la qualif maître de conf non plus. Et là, pour les sciences de gestion, il y a un vrai risque identitaire. Cette année, il y a quasiment 1/3 des refus de qualification qui sont au motif de hors section. Hors section, ce n'est pas que l'économie. C'est le génie mécanique, c'est les STAPS, c'est Infocom, c'est Sciences Po, c'est Sciences Éco, droit. Donc, il y a un vrai risque de cannibalisation des postes et de notre discipline et de perte d'identité. Donc là, le concours peut avoir vraiment un effet structurant. Pour revenir à l'année 2021, qui est une année transitoire, où le ministère quand même et la DGSIP ont quand même soutenu la discipline. Si tu veux bien revenir sur le tableau, c'est la première colonne. Donc, normalement, on devrait contingenter à 4 postes. Et c'est les 4 postes qu'on retrouve à peu près toujours en permanence en ce moment dans les postes ouverts de professeurs. Ce qui se passe, c'est que normalement, on en aura 6 de plus à partir du moment où en fait, il y a une règle tacite qui est appliquée dans le groupe 1, que non des postes en 46, en priorité les établissements qui ont ouvert un poste à l'agrégation. Donc, les 4 postes de 46 qui sont actuellement disponibles viennent du fait que les établissements qui nous ont demandé ont mis des postes à l'agrégation en 2019 et 2017. Il y a 6 postes qui vont être redistribués un peu au fil de l'eau à partir du moment où il y aura des postes mis à l'agrégation. Et là, nous avons jusqu'au 30 juin, tous, pour faire remonter des postes d'agrégés, donc qui seront soit ouverts en 2022 au moment de la fin du concours, comme les nouveaux agrégés, mais certains pourront peut-être arriver avant. Visiblement, il y a une possibilité de 6 postes sous réserve. Voilà.
Donc ça, Voilà, donc c'est un scénario, hein, c'est un scénario. un scénario. C'est un scénario. Aujourd'hui, effectivement, il y a 4 postes qui sont ouverts en 46 selon cette règle, hein. Enfin, rappelons également que si on faisait référence au dernier concours Mmh. qui a été ouvert par décret et qui n'a pas été mené à terme, hein, on aurait 0 poste normalement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concours en 2020, enfin, il n'y a pas eu d'agrégé en Mmh. 2020. Mmh. Voilà, donc enfin, il n'y aura pas d'agrégé en 2021, pardon, normalement, donc on ne devrait pas avoir de poste. Voilà, donc tout ça évidemment aujourd'hui, on n'a pas de certitude, hein. Je Non, il n'y a parlais pas de certitude. qu'on parlerait de faits et autres, ben, il y a un fait qu'on n'a pas de certitude sur le nombre de postes qui sera effectivement ouvert par la voie du 46 pour cette année 2021. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un fait. Alors, on vous l'a précisé ici, hein, donc un petit peu ce qu'a répondu Haute-de-Ville Mmh. sur les différentes questions. Et donc, par la voie 46 aujourd'hui, ben, rappelons simplement que le recrutement, c'est via un comité de sélection qui sera disciplinaire. Donc, localement, c'est bien un comité de sélection disciplinaire selon la procédure actuelle, mais sans passage devant le CNU en 2021, dans les conditions qui ont été rappelées par Haute-de-Ville. On n'a plus vraiment pour le moment de distinction entre 46.1 et 46.3, si ce n'est une différence dans les profils qu'on mettrait de maître de conférence sur des parcours de maître de conférence. Mais là encore, c'est à la main des comités de sélection et de chacune des universités. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements, on voit passer beaucoup de messages d'établissements qui mettent un peu la pression, hein, pour avoir des postes. Donc c'est ce que disait Aude, les postes ouverts au fil de l'eau. J'ai mis un point d'interrogation, on disait 8, maintenant vous voyez, ça à peu près de 10, donc on ne sait pas exactement combien. Alors, c'est 8 ou 10 compris des 4, hein. Donc, c'est 600 Voilà, plus au maximum, hein. C'est 8 ou 10 compris des 4. voilà. Et alors, pour revenir sur les profils, par exemple au CNU, mais là, c'est pas nouveau de cette pratique, le CNU l'a toujours pratiqué, c'est qu'au CNU, il y avait vraiment une distinction profil. C'est-à-dire, il y avait des critères d'exigence et une définition du profil d'un maître de conf qui passait professeur par la voie 46.1 et des critères et une définition du profil pour les 46.3. Et je sais qu'au CNU, on s'attachait vraiment à définir des critères différents, spécifiques, pour finalement laisser la chance à des collègues maîtres de conf, justement, qui avaient d'autres qualités, expériences et compétences. Or là, effectivement, on peut se poser la question d'une espèce d'homogénéisation d'un profil un peu moyen. Et effectivement, c'est au comité de sélection, du coup, de faire vraiment l'effort dans le profil, de dire, voilà, on attend telle et telle expérience, qualité, compétence spécifique, car c'est un profil 46.3, car c'est un profil 46.1, en plus des distinctions disciplinaires. Et pour l'année 2020, a priori, même pour le groupe 1 qui a obtenu quelque chose des rapports du ministère, il n'y aurait aucun dispositif national dans le recrutement des collègues maîtres de conf passage professeur par les voies dites 46, alors que visiblement pour 2021, pour 2022, suite au rapport des rapporteurs LPR et à la concertation, il pourrait y avoir quand même de nouveau une action, un dispositif national sur le recrutement des 46. On ne le connaît pas, enfin, personne ne le connaît, on ne sait pas du tout, mais c'est quand même sur la table, ce n'est pas complètement oublié. Donc, cette année, une année extrêmement particulière, on pourrait qualifier presque d'année blanche en termes de dispositif de recrutement. C'est-à-dire que cette année ne sera pas équitable par rapport aux années passées ni futures. Voilà, donc on est dans cet entre-deux réglementaire et législatif. On peut, voilà, on peut regretter que beaucoup de lois d'ailleurs soient intervenues à toute fin d'année 2020, ce qui laisse pas le temps évidemment de se préparer, vu que les questions de professeurs se traitent dès le mois de septembre habituellement, hein, donc on essaie de se positionner un peu en amont. Donc on est à l'évidence, on fait le constat d'une certaine précipitation, voilà, réglementaire, et il faut essayer de rattraper la musique, mais on peut pas sortir des textes. Certains peuvent s'étonner du retour du contingentement, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le texte qui régit aujourd'hui notre discipline et nos voies d'accès, c'est celle du concours d'agrégation, et que la loi sur le concours d'agrégation, à ce jour, prévoit un contingentement qui est extrêmement dur, et qu'on peut supposer, penser et espérer que ce contingentement sera revu dans le cadre des futurs textes qui seront votés
qui seront votées au mois de juin. Donc, on fait le constat avec vous que l'année 2021 est une année difficile, hein, vraiment ou perturbée par je dirais, ces aléas juridico-réglementaires, hein, voilà, ce constat-là, on voulait le faire et le partager avec vous, qu'on va voir combien de postes sont finalement disponibles cette année, 8, autour de 8, 10 postes, voilà, donc en partons là-dessus. Et donc évidemment, ça va frustrer des établissements qui avaient prévu de faire des recrutements selon cette voie, et que bah, fonctionnera le système sans CNU cette année, hein, très Alors, concrètement. j'aimerais quand même préciser, c'est que l'info que j'ai eue, mais elle est vraiment, elle n'est pas écrite, c'est qu'au maximum, en sciences de gestion, il y aurait eu 15 postes de professeurs, comment dire, mutation comprise. Donc là, on discute de 8-10 postes hors mutation. Si vous ajoutez les 5-6 postes qu'on voit à la mutation, l'un dans l'autre, si on arrive à faire ouvrir ces fameux postes au fil de l'eau, la discipline n'aura pas tellement perdu en termes de nombre de postes par rapport à une situation où on aurait eu de toute façon 12-15 postes au maximum de professeurs cette année. Dans tous les cas, arrivée du contingentement ou pas. Donc, le jeu, enfin, je veux dire, on est quand même un peu aidé. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même un peu aidé. Ce qui était difficile et brutal, c'est de se rappeler toutes ces règles du jeu juridiques. Et une fois qu'on les a comprises, je pense qu'il y a moyen d'arriver à s'en sortir. Voilà, donc ça, c'est les deux sujets qui nous préoccuperaient historiquement, c'est l'agrégation versus 46, article 46, hein, et qui aujourd'hui doivent se rééquilibrer. Donc, on est dans cette période de rééquilibrage auquel il faut contribuer, hein, effectivement, en regardant un petit peu les leviers que donnent ces cadres réglementaires. Et évidemment, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus tant qu'on n'a pas les derniers décrets qui seront passés devant les instances nécessaires qui font que bah, tel ou tel texte s'applique. Voilà. Alors, pour compléter ces voies d'accès, c'est quand même important de rappeler ce que permet aussi la LPR et puis aussi avec nos enjeux après pour nous. Donc, nous avons vous avez vu passer dans la presse la question du repyramidage, justement, pour essayer d'aller vers ce ratio 40% de professeurs, 60% de maîtres de conférences. Où là, bah, c'est indiqué comme ça, on a rappelé les textes issus du site, hein, du ministère. Donc là, on n'est pas sur des textes définitifs, hein, mais on est sur ce qui ressort de la loi. Donc, il y a effectivement la possibilité de recruter 800 professeurs, c'est ce qui a été annoncé, en 2022 par donc, cette voie de la promotion interne. Je rappelle que dans ce cas-là, c'est tout établissement confondu et toute discipline confondue. C'est bien évidemment pas pour nous spécialement. Non. Donc, ça sera qui va décider, ça sera un vote du conseil académique, hein, du CAC, de chaque université. Donc, ce qui fait qu'en moyenne, vous aurez peut-être 7-8 postes par université, si jamais il y a une répartition un peu uniforme qui se fait. Et dans chaque université, vous avez entre Il y a 10, 77 sessions CNU. Donc, voilà, 7-8 entre postes 10 en 77 sections. et 60 ou 70 sections. Voilà, donc Voilà. deux écueils à ça, c'est ben, est-ce que des CAC vont voter pour des collègues de gestion ou pas. Voilà, donc Et dans ce cas-là, l'HDR n'est pas demandé. Il et n'y a dans ce pas cas-là, là, d'exigence d'HDR. Il n'y a pas d'exigence d'HDR. Et typiquement, autant l'agrégation et la voie 46, les comités qui décident sont des comités de pairs de sciences de gestion, soit nationales, soit locales, soit ad hoc, voilà. Un petit peu, mais c'est les sciences de gestion. Et on peut appliquer des critères que nous connaissons bien en termes de production scientifique, activité pédagogique et engagement collectif, institutionnel, scientifique, etc., local, national. Là, on peut être soumis à des critères forcément qui seront homogènes, un peu communs à toutes les sections. Et enfin, typiquement, ce ne sera pas forcément ceux des sciences de gestion. Donc, enfin, le nombre de postes, 800, c'est important, mais quand on répartit par établissement, ça devient très faible. Et si vous redivisez par nombre de sections, voilà, c'est quand même peu stimulant pour devenir professeur, en termes de chances de réussite. voilà. Et là, on retombe sur nos problèmes de poids institutionnel dans ces conseils, Ouais. dans différents comités, et on le sait souvent, bien faibles. Voilà, donc ça, c'est une voie hein, qui nous échappe, hein, en partie, hein, puisque il ne s'agit pas de dispositif de recrutement disciplinaire. Voilà, donc ça, Alors, c'est le ministère avait d'abord parlé de promotion interne parce qu'il se focalise vraiment sur les carrières d'autres types de fonctionnaires. Ils sont revenus au mot repyramidage parce qu'effectivement, cette voie-là n'a rien à voir avec le 46.3. Ça n'a rien à voir avec le 46.3.
Et cette voie-là est hors contingentement, enfin, ça n'a rien à voir du tout, et dans les critères et dans les modalités de recrutement. Donc, il ne faut surtout pas confondre avec le 46.3. Voilà. Et c'est bien hors toute autre procédure. Donc, Voilà, le hors tout. contingentement, c'est une dualité agrég 46 et ça ne va pas Et, au-delà. et ça fait partie des 2 mesures. Donc, il y a 2 mesures qui sont vraiment soutenues par le ministère pour recaler le pourcentage de professeurs. Il y a le repyramidage et l'autre solution dont tu vas parler, les chaires juniors. Donc, quatrième solution offerte par les textes, hein, les chaires juniors. Donc, les chaires juniors, c'est donc un CDD de 3 à 6 ans, hein, d'après là aussi l'état des textes aujourd'hui. Hein. Donc, il est envisagé d'en avoir 300 ouvertes chaque année, avec en moyenne un budget associé à ça de 200 000 € sur 3 ans. On devra a priori créer une commission de titularisation à l'issue de la période des 3 ans, hein, un peu comme des contractuels en fait. Oui, Donc oui, voilà, c'est contractuel. ça revient à instaurer un système de contractuel que l'on connaît dans nos établissements pour les parties administratives, hein, pour le personnel administratif. Ça revient un petit peu à ça donc pour la partie professeur, ce qui est une évolution pas neutre. Hein, voilà, on va contractualiser un peu plus les professeurs. Ça existe déjà plus ou moins avec les responsabilités élargies des universités de pouvoir, sur des postes existants, mettre des contractuels. Mais là, on est vraiment dans une institutionnalisation encore plus forte de ce dispositif, avec 3 objectifs qui nous sont énoncés. Avoir plus de place pour des disciplines émergentes, hein, on a ouvert les guillemets, donner une place centrale à des projets de recherche, donc sortir de logique disciplinaire, bon, très bien, et réduire aussi la précarité des postdoctorants, pour dire comme ça qu'on pourrait déboucher sur une titularisation. Voilà, donc à nouveau, bon, vous avez mis le lien, alors là encore, hein, c'est la loi LPR, enfin, qui s'appelle plus LPR d'ailleurs, mais en tout cas la loi de décembre 2020 qui instaure cette possibilité. On n'a pas les décrets d'application, encore une fois, hein, c'est bien le travail des rapporteurs d'avancer vers ces textes-là. Je fais le constat, moi, tout simplement, en tant que directeur d'établissement, c'est que c'est un dispositif qui peut là encore échapper à effectivement à nos logiques habituelles. Hein, je veux dire, Tout à fait. Alors, encore une fois, la commission de titularisation est multidisciplinaire. C'est des critères multiples. C'est à l'appréciation de l'établissement, université ou commune. Et effectivement, comme tu le dis très bien, c'est contractuel, 3 ans minimum, 6 ans maximum. On commence doctorant ou post-doctorant, on finit professeur. Voilà, Après, une remarque me vient en tant que directeur d'établissement d'un IAE. En fonction des relations qu'on a avec son université, le budget en question de 200 000 €, si on considère que les IAE ont parfois des ressources propres, on risque d'être obligé même de, moi je subis ça régulièrement, on risque de financer nous-mêmes ces postes-là et de ne pas avoir la possibilité par son établissement d'être financé. Voilà, donc il y aura un sujet de financement en interne de oui. ces postes-là, quoi. Alors, j'ai oublié, mais merci, tu m'y fais penser. C'est effectivement, normalement, ces postes sont liés à des appels à projets. Donc, c'est des appels à projets qui sont publiés par le ministère. Par exemple, il y a 5-6 appels à projets. Les établissements peuvent s'emparer de tous les appels à projets ou 2-3 et ils les déclinent dans leurs UFR, EUR, etc., institutions. Et chacun dit, voilà, je peux créer ou ça m'intéresserait de créer une chaire junior sur ce thème-là par rapport à cet appel à projet-là. Donc, le thème nous est imposé, nous sera imposé, et en fonction de l'adéquation au thème, à l'appel à projet, il y aura le financement. Après, les fonds propres, je pense que ce sera aussi possible. Mais en tout cas, il y a cette espèce de logique-là. Et moi, c'est vrai, j'étais un peu inquiète en voyant les disciplines émergentes. Alors, j'ai l'impression que les sciences de gestion sont multiples et on est plein de ressources. Néanmoins, si ce n'est pas fait pour les SHS, les sciences de gestion ou le groupe 2 ou le groupe 1, enfin, ce dispositif, encore une fois, est un peu compliqué pour les sciences de gestion. Et surtout, c'est pas... Dans la commission de titularisation, il n'y aura peut-être aucun collègue de sciences de gestion. Ça dépendra vraiment des lieux, des établissements. Voilà, donc si je me risque un petit peu sur les points d'attention, et puis on essaiera de refaire la liste de toutes les questions qui ont été posées, on essaiera d'y répondre, on ne veut pas dépasser l'horaire de 14 heures. Hein. Moi, je m'aperçois, et c'est le bilan que
que je fais de tout ça, hein. Après, c'est replongé très, très directement et pour essayer, voilà, la réunion d'aujourd'hui, c'est une tentative, une première clarification sur ce que l'on sait à date. Donc aujourd'hui, moi, je m'aperçois qu'il y a des apparitions de voies de recrutement où nous perdons quand même la main, hein, sur nos recrutements par rapport à nos dispositifs habituels, hein, à savoir donc soit un jury d'agrég, soit un CNU, hein, qui opère donc dans le processus du recrutement. Je m'aperçois bah, qu'aujourd'hui, on le voit, hein, l'attribution de postes par la loi 46 est quand même très liée à l'influence d'un directeur d'IAE. Alors, je parle un peu pour les IAE, vous m'en excuserez, auprès donc, du président ou du chef d'établissement auprès du ministère. Donc, sur 2021, on a dit, il y a un aléa, hein. On pense que dans l'esprit, parce que ça ne nous a pas été confirmé, on pense qu'effectivement la référence à des postes ou à des universités qui ont ouvert, qui ont joué le jeu de l'agrégation par le passé, on pense que c'est ça la modalité qui opère aujourd'hui pour identifier des postes qui pourraient ouvrir en 2021, mais on sait très bien aussi que des présidents d'universités, des directeurs d'IAE ou directrices d'IAE auprès de leur président ou président d'université, et puis vers le ministère. Voilà, donc quelles vont être les influences des uns et des autres pour essayer d'obtenir des postes. Nous ne savons pas. Voilà, moi, je n'ai pas la capacité à vous dire si telle ou telle université aurait plus de chances d'avoir un poste par cette voie-là pour 2021, hein, parlons bien de 2021, on n'est pas en mesure de l'indiquer. Je vous dis, la seule orientation qu'on nous a évoquée, c'est celle d'universités ayant ouvert par le passé des postes à l'agrég. Évidemment, le fait de ne pas avoir de qualification, ça a été rappelé par Aude, et pas d'agrégation, c'est de voir des candidats hors section se positionner sur des postes de 0,6, hein. Moi, j'ai déjà été alerté sur 3 endroits où des comités de sélection purement locaux se constituaient avec, par exemple, des présidents qui ne sont pas de la section 0,6. Voilà, donc c'est un danger, ça arrive, hein, il n'y a pas beaucoup de postes, donc il faut quand même faire attention. Ça arrive beaucoup chez les maîtres de conférences et sur les postes de maîtres de conférences, donc voilà, il faut faire attention, hein, je veux dire, on est dans la situation que l'on connaît. Moi, je voudrais là aussi, mais ça ne concerne que les directeurs d'IAE, les directrices d'IAE, hein, des IAE, puis ceux qui le deviendront, hein, nous sommes des articles 713.9. 713.9, c'est-à-dire école interne. Et je vous rappelle que si on applique, et il y aura des travaux sur le 713.9, on va publier un document sur ce que c'est qu'un article 713.9 et les prérogatives qui sont associées à ces articles 713.9. Eh bien, la nomination d'un enseignant-chercheur dans un établissement, dans une école interne, peut être soumise au droit de veto d'un directeur d'IAE. Je le rappelle, hein, ça veut dire qu'en particulier, si on voit des propositions qui sont vraiment hors ou systématiquement hors du champ de la gestion et autres, hein. Je rappelle que les directeurs d'IAE ou directrices d'IAE ont un rôle à jouer aussi dans le recrutement des enseignants-chercheurs. Donc voilà, donc il faut maintenant regarder tout ça de plus près, hein, puisque les choses changent. Donc il y a une instabilité, réglementaire qui est bien évidente, hein, et qui est sans doute regrettable, mais bon, voilà, ça arrive dans d'autres secteurs d'activité. On n'est pas les seuls à subir des instabilités réglementaires. Donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas de certitude sur un certain nombre de choses, hein. Voilà, donc voilà un petit peu le point qu'on voulait faire avec vous. On va essayer de reprendre Je- peut-être Aude avec moi le ouais. fil de discussion. Si tu as Alors, repéré des questions. oui, j'ai juste, en fait, c'est une qui revient formulée différemment. En fait, il y a une règle, il y a un usage du ministère, hein, c'est pas le nôtre, c'est un usage du ministère qui est appliqué en sciences juridiques, enfin, en droit et en Sciences Po, et donc maintenant qui va nous être appliqué à nous, et c'était déjà l'usage visiblement avant, c'était que seront des données des postes en 46 en priorité, voire uniquement en fonction du nombre de postes, à des universités qui auront ouvert des postes d'agrégés. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait 20 postes d'agrégés, hein, la simulation optimiste confortable. Si l'année suivante, il y a 15 universités qui demandent un 46, et qui avaient demandé les 20 postes d'agrégés, ces 15 universités seront servies en premier sur les postes de 46. Après, il y a un reliquat de 5. Donc, il peut y avoir 5 chanceuses qui n'auront pas posé de poste à l'agrégation, mais les postes vont quand même être distribués. Ils vont être distribués du coup à des universités qui n'auront pas demandé de poste.
Mais ça va si on a une solution confortable. Évidemment, si on a une simulation plutôt moins confortable, 5 postes d'agrégé, évidemment, les 5 postes vont certainement partir à des établissements qui auront demandé des postes, ils vont partir en 46 à des établissements qui auront demandé des postes d'agrégé. Donc, si cette année, les postes en 46 qui n'ont pas été pourvus, vous pouvez les demander en poste d'agrégé avant le 30 juin, pour avoir en 2022 et en 2023 des postes de 46. Vous pouvez aussi essayer de les mettre maintenant, peut-être, si vous avez la chance d'être dans les 6, arriver à passer au fil de l'eau encore en 2021. Parce que les 6 postes au fil de l'eau qui seront attribués en plus des 4 postes pour arriver à 10, se feront d'abord sur le fait d'avoir mis un poste à la grègue. Surtout sera le premier critère, et surtout sera des postes ouverts pour septembre 21. Peut-être qu'ils débuteront en octobre 21 en fonction des calendriers, mais en tous les cas, c'est des postes, les 6 postes au fil de l'eau annoncés, c'est pour la rentrée 2021, ce ne sera pas pour 2022. Je ne sais pas si j'ai répondu à certaines des questions. Et oui, évidemment, l'absence de qualification va certainement surcharger le travail des comités de sélection qui vont devoir être très organisés parce qu'il y avait déjà beaucoup de dossiers à traiter. Là, il y en aura certainement encore plus. Et que dire, à part que, effectivement, la qualification, il y avait certainement des moyens de l'améliorer. Néanmoins, pour la qualification maître de conférence, on est 48 collègues à discuter, à analyser les dossiers. Pour la qualification de professeur, on était 24. Et du coup, c'est vrai qu'à 24, c'est peut-être plus facile de se répartir le travail. Il y a une discussion vraiment approfondie de tous les dossiers. Et là, malheureusement, les comités de sélection vont devoir, à 6 ou 8 personnes, 6 ou 8 collègues, devoir quasiment évaluer le même nombre de dossiers que ce que vous avez à 24. C'est-à-dire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de 50, 100, 120 candidats sur un poste de professeur 46 sans qualification. Voilà, donc effectivement, on a pas mal d'interrogations, de simulations qui sont en train d'être faites. Je rappelle que les tableaux que nous avons faits, c'est juste une simulation qui montre un effet de levier de mettre des concours à l'agrégation, que cet effet de levier est calculé sur 1 tiers, 2 tiers, si c'est ça qui se produit. Mais encore une fois, nous n'avons pas de certitude sur le chiffre qui sera retenu. La seule certitude que l'on a à peu près aujourd'hui, c'est qu'on ne sera plus dans l'ancien système, l'ancienne répartition qui était 7 neuvièmes pour l'agrègue ou les agrègues et 2 neuvièmes pour les qualifs. Ça, a priori, c'est quelque chose dont on n'entend plus parler. Et lors du groupe de travail du HCERS en 2019, donc sur le bilan de l'expérimentation, les chiffres éventuels de contingentement qui avaient circulé. Moi, je m'en fais, alors là, j'assume ce que j'ai dit, ayant été auditionné à l'époque par le groupe de travail. J'ai dit qu'il fallait peut-être moitié-moitié, si ça n'a pas l'air d'être retenu, donc 1 tiers, 2 tiers. Donc voilà, donc là, après, ce sont des spéculations. Ce qui est certain par rapport à des réactions et des questions qui ont été soulevées, c'est qu'aujourd'hui, le retour je dirais, l'agrégation n'a jamais disparu, soyons clairs, l'agrégation n'a jamais disparu, même avec la loi de 2014. Ce qui est revenu avant 2014, c'est le contingentement. Et que ce contingentement entre l'agrégation et les voies 46, proportion n'est pas établie à ce jour. On table au regard des discussions qu'on a pu avoir sur ce 1 tiers, 2 tiers. Et donc, ça veut bien dire que sur une année, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que si effectivement, en une année, on pourra avoir beaucoup de postes de profs, mettons 10 agrégés, 10 46, donc ça veut dire que sur une année, on a 20 postes de profs, et que l'année suivante, il n'y a pas de concours d'agrég évidemment, et il y aura encore 10 postes de 46. Donc ça veut dire que le contingentement s'apprécie sur 2 années complètes et pas sur une seule année. Donc sur une seule année, effectivement, vous avez un poste d'agrégé pour un poste de 46, mais l'année suivante, il n'y a pas de poste d'agrégé et il y a
des postes de 46. Donc il faut apprécier le contingentement, non pas annuellement, mais Sur 2 mais ans. sur Sur 2 2 ans. ans. Sur 2 ans, voilà. Alors, pour revenir sur le fléchage, ce qui est proposé, et on attend le décret, c'est que les postes d'agrégés soient fléchés l'établissement peut cocher 2 grandes options d'agrégation. Donc, les postes vont être fléchés. En tout cas, c'est ce qui est demandé. Et a priori, c'est ce qui est possible, ce qui sera normalement possible de faire. Donc, par exemple, si un labo et un IAE a besoin d'un marketing ou d'un collègue en marketing ou d'un collègue en RH, il pourra cocher marketing RH et au classement, le premier marketeur RH qui a envie d'y aller pourra y aller. Pour la différence entre les voies 46, au niveau national, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucune distinction parce que, en tout cas pour les collègues maîtres de conférences HDR permanents, le CNU n'évalue plus jamais les dossiers. En tout cas, cette année, c'est comme ça. Donc, j'ai pas d'infos là-dessus parce que voilà, cette année, le CNU n'évaluera aucun dossier. Peut-être pour répondre à des questions, mais là, du coup, peut-être le réseau des IAE a un rôle à jouer. C'est que, par exemple, effectivement, il y a des établissements où il n'y a pas possibilité d'ouvrir 2 postes de professeur 2 années consécutives. Mais un poste, puis 5 ans après, un autre poste. Alors, moi je dirais qu'il faudrait qu'on arrive à instaurer un jeu collectif au sein de la discipline, qui est, par exemple, je sais pas, un IAE ou un UFR ouvre un poste d'agrég, il ne peut pas avoir de 46 les 2 années suivantes. Du coup, il a mis un poste au contingentement. Il a joué le jeu collectif. C'est un autre établissement qui peut profiter d'un 46 l'année suivante ou la même année. Donc, l'idée que l'établissement qui en a profité, le jour où il met un poste d'agrég, il laisse. Voilà. Il faudrait arriver à créer un jeu collectif parce que le ministère, lui, il a cette règle de dire je donne à l'établissement qui a mis un poste d'agrégé parce qu'il a joué le jeu. Voilà. Mais on pourrait instaurer, nous, un jeu collectif connu où on se dit, voilà, j'ai un poste d'agrégé cette année, je ne peux pas avoir un autre poste, prends-le. Mais quand toi, tu as un poste d'agrégé, si je peux avoir un 46, tu me le donnes. Voilà. On pourrait instaurer un dialogue sur la question. Pour changer de sujet, il y a d'autres disciplines qui arrivent à faire ça pour les PEDR. C'est le même problème pour les PEDR. C'est un pourcentage d'un volume. En maths, par exemple, tous les collègues capables et qui ont le statut de déposer un dossier PEDR le déposent même s'ils ne sont pas éligibles, même si le dossier est quasi vide. Simplement, 20% de 1000, ça fait 200. 20% de 100, ça fait 20. Donc, il faudrait qu'on arrive à instaurer un jeu plus collectif, un jeu gagnant-gagnant pour les collègues. Mais pour ça, c'est à nous de s'arranger. Alors, on arrive vers la fin, donc on a essayé on voit qu'évidemment, ça suscite beaucoup de débats. Moi, ce que je constate, et je rebondis sur les propos qui viennent d'être tenus, c'est que face à cette situation, il va falloir, voilà, donc avec ces sujets, il y a évidemment les rapporteurs de la LPR, et on ne peut que vous inciter à se manifester. Il reste encore peut-être quelques heures pour qu'ils collectent effectivement les propositions, recommandations, souhaits, réactions. Voilà, donc c'est eux qui sont dans le jeu, hein, donc c'est ces rapporteurs de la LPR, hein, très, très clairement, hein, qui sont à la manœuvre là-dessus, qui ont à un moment donné auditionné des personnes selon les personnes qu'ils ont voulu avoir. Mais ce n'est pas ces seuls-là qui sont détenteurs de la vérité. Donc, il y a une procédure de collecte. Je ne sais pas si elle sera efficace ou pas. En tout cas, à minima, avoir l'argument de dire on a déposé des propositions et des réactions auprès de ces rapporteurs. Donc ça, c'est la première démarche, de façon à ce que l'ensemble du dispositif LPR, et pour ce qui concerne le recrutement des professeurs, ils aient ça en tête. Après, on pourra dire qu'ils n'ont pas écouté, qu'ils n'ont pas suivi, etc. Mais autant faire des propositions et éventuellement les diffuser pour que tout le monde soit bien au courant des propositions, par qui elles sont déposées et dans quel objectif. Donc ça, c'est une première réaction. Mais là, je vous ai dit, on ne sera pas sur un débat si c'est bien, si c'est pas bien. En tout cas, laissons cela pour d'autres lieux ou d'autres occasions de débat et de discussion. Même si c'est difficile dans les circonstances actuelles de faire ça. L'autre sujet, c'est évidemment de réfléchir. Alors là, je reviens un peu pour terminer et pour conclure sur le réseau des IAE.
au niveau des IAE, réfléchissons à des dispositifs pour appuyer, travailler la formation des collègues maîtres de conf pour le passage aux fonctions de professeur. Ça existe dans d'autres organisations. Moi, je fais le constat qu'il y a beaucoup de parcours pour devenir, voilà, passer à un stade supplémentaire, pour devenir un jour des dirigeants de l'enseignement supérieur. Il y a l'AFNEJ aussi qui est avec nous, qui est un partenaire naturel. Je pense qu'il est temps de réfléchir à une façon de s'approprier ces dispositifs, à la limite, à un moment donné, qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, hein. Ça veut dire qu'il y a une loi, il y a des lois qui sont établies, et nous, on essaie, le rôle aujourd'hui, et le rôle du réseau, c'est de décrypter ça et d'essayer d'informer et de dire, ben voilà comment ça se passe, mais envisageons effectivement des lieux plus collectifs où on pourrait bah, tirer le mieux parti de ce qui va nous être proposé à partir du moment où, à un moment donné, on fait bien quand même avec un état de la réglementation. Il y a des temps pour l'influence, le débat et faire en sorte que les lois nous soient favorables, en tout cas qu'on puisse faire des choses, mais il y a un temps aussi pour, l'application, et une application peut-être astucieuse pour rester dans les clous, mais jouer sur d'autres partitions et arriver à tirer le meilleur parti possible d'une situation qui nous est donnée. Parce que nous sommes, je le rappelle, des fonctionnaires d'État soumis à un cadre réglementaire qui est celui qu'il est. Voilà. Je voudrais remercier Aude, merci beaucoup, hein. Merci d'abord Ben, merci à vous. de votre contribution, de ta contribution, dans ces discussions. Là, c'était un point d'étape, hein, évidemment. On pourra refaire plus tard ça, en dehors de la recherche, si effectivement on a des précisions et on a des textes qui finissent par sortir. Mais c'est vrai que là, maintenant, l'important, ce sera peut-être d'attendre, même si c'est tard et on le sait bien, c'est compliqué, mais le mois de juin pour avoir peut-être de plus amples précisions sur ces proportions, sur ce qui va véritablement être fait. Que dit la loi, après tout, hein, que dit la loi? Et puis voilà, je vous remercie tous de l'intérêt que vous avez marqué pour cette réunion d'information. Voilà, et on a laissé sans doute des questions un peu en suspens. Le webinaire est enregistré, il sera disponible sur le site d'IAE France, s'il y en a qui veulent le revisionner. Et nous allons corriger un peu les slides parce qu'il reste quelques Oui, coquilles. Et ouais. on l'a fait un peu rapidement pour essayer d'être le plus clair possible, et ça nous a pris du temps aussi, je vous assure, de nous y retrouver. Mais on le mettra à disposition sur le site IAE France avec, voilà, dans les prochains jours, pour quelque chose de très propre. Voilà, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci à tous, et pour ce qui est des IAE, nous poursuivons dans notre mois de la recherche. Voilà, merci Aude et à Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Au revoir.